Tiene el centro, clave, gol! Gol! Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté ainsi que celui de vos proches. Soyez bien prudents, hein, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Podcast 62. Bon, la base, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits mots, c'est très sympa sur iTunes, il y a toujours... Je peux pas vous répondre malheureusement, mais je les lis tous et ils sont dans 95% des cas vraiment très gentils, encourageants. On voit que vous aimez, ça vous fait plaisir et bon, c'est quand même un partage cette histoire. Alors tant qu'à faire, autant le savoir. Il y a de plus en plus d'étoiles. Hein. Je pense qu'on a passé le cap des 1000 où ça approche et donc le spécial Maradona avec. Bon, alors. On refait toujours ces petites gammes. Hein. Si vous êtes jeune ou moyennement jeune, eh bien, vous allez peut-être découvrir certaines choses par rapport à 1962, puisque c'est le podcast 62. Si vous êtes moins jeune, eh ben, vous allez peut-être découvrir des choses où vous dire « Ah ouais, putain, c'est vrai, c'était cette année-là, Tintin !» Bon, ne perdons pas le fil. Alors 1962, déjà, les enfants, c'est la Coupe du Monde, le Brésil, Pelé blessé rapidement lors du premier tour contre le Mexique, et Garrincha qui prend les affaires en main et qui est formidable. Et le Brésil en finale qui s'impose devant la Tchécoslovaquie, 3-1, tout cela se passait au Chili. Championnat de France. Intéressant, vous allez comprendre pourquoi. C'est le 25e championnat de première division, on disait, à l'époque. Ok, ça a commencé dans le tout début des années 30, mais il y a eu la guerre, donc ce n'est que le 25e. C'est Reims qui est champion, qui succède donc à Monaco, 6e titre pour les Rémois. 2e, le Racing Club de Paris. 3e, Nîmes. Nîmes, toujours placé, jamais gagnant peu cher. Ils sont toujours 2e, 3e à cette époque-là, des finales de Coupe de France. Ils gagnent rien, mais ils sont bons. Qu'est-ce qui est important de savoir ? Il est important de savoir que Reims et le Racing ont le même nombre de points. Alors, vous allez me dire, ils se départagent au goal average. Mais le goal average, pour les Anglais, c'est tout autre chose que le goal average que l'on pense. Nous, on se dit, le goal average, c'est la différence entre le nombre de buts marqués et encaissés. Alors forcément, peut-être Reims était à plus 31, tu vois la différence, et que les autres étaient à plus 27. Non. À l'époque, pour départager, c'est la première fois que ça se produit dans ce cas-là, c'était le goal average à l'anglaise. Et c'est quoi à l'anglaise ? À l'époque, parce qu'eux aussi, ils se sont mis maintenant un goal average qui est l'équivalent, tu vois, différence de but, différence de machin. En cas d'égalité, suivant les pays, alors, en Espagne, on sait que ce qui fera la différence, c'est la double confrontation entre les deux premiers ex aequo, etc., etc. Ça dépend suivant les cas. Mais là, le goal average, à l'époque, c'est quoi ? C'est la division entre les buts marqués, alors c'est les buts marqués si vous voulez, boum, divisé par les buts encaissés. Et là je vous demande d'être très attentif parce que c'est pas évident, c'est pas courant et il y a de fortes chances que vous soyez nombreux à pas connaître ce système, si vous voulez, pour départager. C'est pour ça qu'il me faut absolument un jingle sirène, quoi. Soyez attentifs, la sirène. Ah, cette bonne vieille sirène. Eh bien, tenez-vous bien, avec ce goal average, les Rémois vont devancer les Parisiens pour 18 millièmes. C'est-à-dire, Reims va être champion, devant le Racing, pour 18 millièmes de points. L'équivalent d'un poil de cul de souris, quoi, si vous voulez. Alors, un poil de souris, déjà, je sais pas si vous avez déjà retiré un poil, tu vois, une souris, tu caresses une souris, hop, tu lui enlèves un petit poil. C'est pas grand. Mais un poil de cul de souris, c'est 18 millièmes. Et ce qui est étonnant,
mais c'est comme ça, vous pourrez faire le calcul si vous voulez, c'est que au niveau du goal average que l'on connaît, ils sont à égalité, mais pas dans le même sens. Reims a marqué 83 buts, en a encaissé 60. Le Racing en a marqué 86, donc 3 de plus, mais en a encaissé 63. Donc, ils en ont encaissé 3 de plus. Mais, c'est pareil. Sauf que si vous faites la division 83 par le nombre de buts encaissés, 60, vous arrivez à 1,383. Et si vous faites la division suivante, 86 buts marqués pour le Racing, divisé par 63, vous arrivez à 1,365. Donc, 1,383, 1,365, il y a 18 millièmes d'écart. C'est un tel bordel, si vous voulez, et c'est tellement quelque part injuste, qu'à partir de cette date, qu'à partir de ce cas bien précis, en 62, il sera décidé de ne plus départager des équipes sur cette moyenne, mais, cette fois, sur la différence de buts entre buts marqués et buts encaissés. Et si à égalité, comme cela aurait été le cas ici, c'est l'équipe qui a la meilleure attaque qui l'emporterait. Et la meilleure attaque, là, en l'occurrence, c'était le Racing. Malheureusement, la règle s'est faite qu'à partir de cette date. C'est fou quand même, hein. C'est-à-dire, si vous divisez 15 par 30, eh bien, vous aurez 0,5. Et si vous divisez 30 par 15, bah, évidemment, vous aurez 2. Donc, vous voyez, 83 par 60, c'est pas pareil que 86 par 63. Même si c'est, au bout du compte, vous avez pigé le truc. Incroyable, quand même. Bon. Donc, Reims champion en 62. La Coupe de France, 45e édition à Colombes, Stade Yves de Manoir, Saint-Étienne, Banancy 1-0, but de Jean-Claude Boulou, à la 86e minute, bon, on s'en fout. Sauf pour les supporters stéphanois, bien sûr, bien évidemment. Mais, caramba, attention, retenez bien ces chiffres. 44, 24, 56, ça mérite même une sirène. « 44, 24, 56. » C'est pas les chiffres du loto, puisque le loto, ça s'arrête à 49. Il y a un 56, là, tu vois. Retenez bien. 44, 24, 56. J'enchaîne pour 62. Ballon d'or. À l'époque, les joueurs devaient uniquement être européens pour avoir une chance de gagner, enfin de figurer en tout cas, sur la liste des ballons d'or. C'est arrivé bien plus tard que d'autres joueurs de continent. Et c'était pas simplement jouer en Europe. Ça veut dire, si tu es un Brésilien, un Malien, un Coréen, tu joues en Europe, mais tu n'es pas européen, même si tu disputes des championnats européens. Donc, ça compte pas. Et donc, c'est Joseph Mazopost, au demeurant un remarquable joueur du Dukla Prague, équipe de Tchécoslovaquie, milieu de terrain formidable, très élégant et tout, qui ouvrira la marque d'ailleurs en finale, et c'est lui qui a le ballon d'or. Si c'était ouvert à toutes les nations, évidemment, Garrincha aurait eu le ballon d'or. Et puis, on termine un petit peu cette année 62 avec la Coupe d'Europe des clubs champions, hein, tant qu'à faire. Benfica, déjà vainqueur, 61, hein, je vous le rappelle, retrouve le champion des 5 premières éditions, c'est-à-dire le Real Madrid. Ils avaient été en finale contre Barcelone, hein, en 61. Et tenez-vous bien, le Real mène 3-2 à la mi-temps, avec un triplé, et donc un hat-trick, puisque les buts sont les uns derrière les autres, de Ferenc Puskás, qui avait déjà réussi un quadruplé quelques années avant contre l'Eintracht Francfort, hein, 7-3. Mais bon, là, ils mènent 3-2, disputé. Mais la deuxième mi-temps va être remportée 3-0 par Benfica. Donc, finalement, Benfica gagne cette Coupe d'Europe des clubs champions, 5-3. J'en reviens pas quand même, cette histoire du Racing. Le Racing, c'était le club... il y avait aussi le Stade français, hein, aussi, à l'époque, qui était peut-être pas mal, mais le Racing, c'était le club des Parisiens, évidemment. Pour nous, ça représente pas grand-chose au moment où je vous parle, sauf si vous avez vécu cette époque. Mais le Racing, dans les enfants, il y a des noms comme ça qui
Ouais, ça me dit quelque chose, tu vois, des gardiens de but, Daniel Varini ou Jean Taillandier, c'est des noms qui résonnent en termes de football. Je veux dire, demi, il y avait Jean-Jacques Marcel, que j'avais reçu à l'équipe TV, ça s'appelait l'équipe TV à l'époque, dans un siècle de football français. Formidable, Jean-Jacques Marcel, tu vois, 58, la grande épopée, tout ça. Inter... Parce qu'il y avait des inters à l'époque, on appelait ça des inters. Il y avait un Yougoslave formidable aussi, Milos Milutinovic. À ne pas confondre avec Bora Milutinovic, dont on a beaucoup parlé, mais bien plus tard, qui était un bon footballeur aussi au demeurant, mais jamais sélectionné par exemple en équipe de Yougoslavie, ce qui était le cas de Milos, celui du Racing. Ils sont frères, hein. Donc le frère aîné Milos, Bora, on en a beaucoup parlé parce qu'il a entraîné 10 000 sélections et c'est le seul gars au monde qui a dirigé 5 sélections différentes lors de 5 Coupes du Monde, forcément différentes. Il n'a pas entraîné 2 équipes dans une même phase finale de Coupe du Monde. Donc, on ne comprenait pas, Bora qui a joué en France aussi, hein. Je me souviens qu'il a joué 1 ou 2 saisons à Monaco, je l'ai même vu jouer à l'époque quand j'étais à Cannes. Et d'une tristesse absolue, parce que Monaco jouait les barrages ou quelque chose comme ça contre Angoulême, qui avait une équipe redoutable avec un petit ailier gauche rapide, là, Edom, tout ça et tout. Ils avaient perdu Monaco 1-0 chez eux au Louis II, et il y avait une frappe terrible, je me souviens, de Bora Milutinovic. Pourtant, j'étais gosse, là, un truc. Ça avait tapé la transversale, c'était revenu, mais enfin, pas but et tout. J'étais malheureux comme la pierre, puisqu'évidemment, régional de l'étape, j'étais pour Monaco. Ça, c'est pour la petite histoire. Et puis, au niveau des attaquants, il y avait du lourd. Il y avait François Hutt. François Hutt, si vous êtes très, très passionné de football, ça doit vous dire quelque chose. Enfin, moi, ça me parle. Et Joseph Ujlaki. Redoutable attaquant, on l'appelait Monsieur Jo. Alors lui, je m'en souviens d'autant plus que il était dans une équipe d'anciens dans le sud de la France et avec les Globetrotters, enfin une équipe de branques où il y avait des anciens footballeurs, des chanteurs, journalistes, machin, avec laquelle je jouais. Et on avait joué contre Monsieur Jo. Il avait 100 ans, mais, enfin, bon, c'est une expression, enfin, il était bien plus âgé que moi en tout cas, mais il avait encore un toucher de balle, tu voyais le mec... Monsieur, quoi. Bien, on a répété nos gammes. Entrons maintenant dans le cœur de l'artichaut, dans le cœur du sujet. Podcast 62, vous l'avez vu au moment de cliquer, le titre est « Destination danger ». Ah oui, Destination danger. Alors 62, c'est aussi James Bond. Vieil ami, James. Eh oui, c'est le premier James Bond, faut le savoir, pour l'histoire, bon machin, qui passe en salle. James Bond contre Dr No. Pas commode, hein, le Dr No. Surtout son majordome avec son chapeau melon, tu vois, qui lançait et clac, ça coupait la tête d'une statue. Tu sais, le gros qui après, je veux pas spoiler, mais enfin bon, si vous n'avez pas vu Dr No à un moment où je vous parle, vous le verrez jamais, quoi. Il a une fin tragique, mais c'était pas facile pour Sean Connery. Ah, on a fait des soirées pasta, évidemment, avec Sean. On a rigolé, mais le problème avec Sean, c'est qu'il m'emmenait chaque fois dans des endroits où il y avait des créatures de rêve, tu vois, et puis tu discutais avec lui, et puis il était ailleurs à un moment, tu vois, évidemment. Alors je lui disais, bon, on était potes, je lui disais, attends, Sean, il n'y a pas que le cul dans la vie. Je comprends, mais il n'y a pas que le cul dans la vie, ça va, il y a aussi le football. Et, notez bien, je vais vous donner une petite anecdote à propos de Sean et du football. Donc un gong. Sean, qui était écossais, né à Édimbourg, était un très bon joueur de football. C'était un attaquant redoutable. Et il a joué comme ça dans des équipes de division inférieure, tout en continuant évidemment et en commençant à faire l'acteur. Et l'anecdote en question, la voici. Il faisait aussi du théâtre, tout ça, et il est avec sa troupe à Manchester. Et comme il était fou de football, parce que c'était un fou de football, tu vois, il n'y avait pas que le cul dans la vie, il y avait aussi le football pour Sean. Et, enfin, Bond, c'est Bond, hein, évidemment. Et il est en tournée à Manchester quelques jours, et à un moment, il y avait des gars dans la troupe qui jouaient pas trop mal, ils avaient de quoi monter une équipe, et ils demandent est-ce qu'il y a, je sais pas, un club local, machin, un truc. Et ils jouent contre une équipe, pas de banquignol, mais vous voyez un petit peu le genre de match. Et ça se passe, attention, ça se passe à Manchester.
Et il se trouve que, par hasard, l'un des scouts de Matt Busby, le fameux, l'homme qui a fait Manchester, donc l'un de ces scouts va au match comme ça, mais sans se faire d'illusions, tu vois, c'est pas là que tu vas voir une perle rare, une future perle, tu vois, entre une équipe de banque de Manchester, donc tu vois, bon, s'il y avait un génie là-dedans, ça se saurait, et une équipe, voilà, d'acteurs, de machin, qui font une tournée de théâtre et tout. Et il tombe sous le charme d'un attaquant. Il tombe sous le charme de Sean. Quand il m'a raconté ça, Sean, un soir, un peu, tu sais, quelques whisky, quelques trucs et tout, bon, j'ai dit, oui, bien sûr, mais je me suis renseigné. Véridique. C'est véridique, là, les enfants, hein, c'est pas pour meubler, j'ai pas besoin de meubler, sinon, si je meublais, il y en aurait pour 5 heures, chaque podcast. Véridique. Tant et si bien qu'il va en parler à Matt Busby, et il lui dit, il y a un attaquant formidable, et, alors après il repart avec sa troupe par monts et par veaux, mais il est convoqué par Manchester, les Red Devils, c'est pas rien, pour faire un essai à Old Trafford. Et il va longtemps hésiter, et il réfléchit bien, et finalement, il ne va pas répondre à cette invitation, parce qu'il avait 23 ans à l'époque. Et les carrières, bon, c'était pas le football comme aujourd'hui. Et il a préféré persévérer dans la comédie, tout ça, bon, avec le succès que l'on sait, mais hein, incroyable la vie, parfois. Bon, mais je ne suis pas là pour vous parler de Bond, mais de John Drake. Ça vous dit quelque chose, ce générique? Drake. My name is John Drake. Remarquez, Bond, il l'a piqué après. Hein. Bond, my name is patati patata. Et oui, le titre, c'est Destination Danger. On aurait pu appeler ça le foot Destination Danger. Mais Destination Danger, c'est une série télévisée britannique qui va voir le jour avant Bond, hein, en 60-61, dans ces eaux-là, et qui va avoir un succès terrible là-bas, tant et si bien que, moi je me souviens, gosse, évidemment, l'ORTF l'a aussi passé, quoi. C'était des séries de 30-45 minutes, avec un acteur fantastique que vous connaissez, j'imagine, je parle de mon vieux pote Patrick McGoohan. Eh oui, vous connaissez Patrick McGoohan, enfin, j'ose imaginer. Alors peut-être pas par Destination Danger, qui est pas, je veux dire, une série aussi populaire que, je sais pas, moi, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait, Mission Impossible, Chapeau melon et bottes de cuir, ou des choses comme ça. Alors, Destination Danger, c'était l'histoire, alors, c'est comme James Bond, hein, c'est l'histoire d'un espion, il travaillait pour l'OTAN, Patrick McGoohan, qui s'appelait donc John Drake, my name is John Drake, et lui, c'était plus dans la subtilité, quoi. C'était l'humour britannique. James Bond, il y a un humour britannique, bien sûr, mais il y a des morts, il y a une violence, il y a des gadgets mortels. Alors lui, John Drake, il avait aussi des gadgets, mais pas mortels. Et du coup, il y avait quelque chose d'invraisemblable chez lui. Il ne voulait jamais se balader avec une arme. Donc tu es devant ta télé, tu vois, il y a les méchants qui arrivent, et John Drake, il a pas d'arme. Et lui, il jouait tout sur l'intelligence. Et moins porté sur les femmes aussi. Tant et si bien que quand je faisais des soirées pasta avec Patrick McGoohan, on pouvait discuter un peu plus tranquille, jusqu'à ce qu'il devienne fou et qui tourne autour de la table en criant « Je ne suis pas un numéro! Je ne suis pas un numéro! Je ne suis pas un numéro !» Bon, je vous parle du Londres des années 60, des 60s, qui bouillonnait, quoi. C'était merveilleux. C'était le rock, tout ça. Tu sortais, tu allais voir un concert de Bowie, des Who, tout ça. C'était, tu vois, c'était une période très créative. Mais aussi tout ce qui était en forme d'art, quoi. Même la mode, Carnaby Street, les trucs. C'était formidable. Et lui courait, je ne suis pas un numéro, je ne suis pas un numéro. Et c'est là où peut-être, je dis bien peut-être, vous allez réaliser qui est Patrick
McGowan. Car, quelques années après ce rôle dans Destination Danger, il va être la vedette d'une série qui s'appelle The Prisoner, c'est-à-dire Le Prisonnier. Cette série, enfin, là c'est pareil, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour les plus anciens, celle-là c'est une série mythique, où tout le monde a un numéro. Lui c'est numéro 6. Et puis il a une tenue très très particulière, machin, et tu peux pas partir, tu vois, c'était tourné au Pays de Galles, dans une île, machin, un truc, et il veut s'échapper, je ne suis pas un numéro, je suis machin, c'est... Donc vous situez Patrick McGowan maintenant. Ah, Patrick McGowan. Je ne suis pas un numéro, je me souviendrai toujours. Je ne suis pas un numéro. Putain, les mecs au restaurant, ils disent, putain, mais calmez-le, mais oui, mais... bon, enfin, c'est pas facile. Quoi qu'il en soit, il y a des numéros, il y a des chiffres, et ils peuvent être importants. Je demande donc une sirène pour cette deuxième rafale de chiffres. Retenez bien ces 3 chiffres. Ce sont les mêmes, de toute manière. Mais quand même. 44, 24, 56. Destination danger. Drake. My name is John Drake. Et vous allez comprendre. Pourquoi ? Pourquoi le football serait sur une pente? Pourquoi le football, sa destination serait dangereuse? Destination danger, le foot, destination danger. Pour les raisons que l'on sait, évidemment, le coronavirus, les compétitions qui ne reprennent pas ou qui vont reprendre ici et là, mais dans quelles conditions? Tu vois, on va vivre ça en tremblant. En août, une Ligue des Champions sur 3 semaines, aura-t-elle lieu? Oui, non. Et pendant ce temps, évidemment, il n'y a pas d'argent, il y a des clubs qui sont au bord du gouffre, etc., etc. Bon, ça, c'est une chose, vous êtes au courant. Mais il y en a une autre. 44, 24, 56. J'ai fait 3 sondages sur Twitter ces 5 derniers jours. Nombre de votants, plusieurs milliers chaque fois. Ça veut dire quand même quelque chose. À prendre un peu avec des pincettes, parce que si les gens me suivent sur Twitter, on va dire, bon, on va pas forcément les cataloguer pro-roustants, parce qu'il y en a une masse considérable sans doute, qui disent, tiens, j'aime le foot, tiens, ce mec, il parle foot à la télé, bon, je sais pas, je vais m'abonner à lui. Oh putain, il y a que des chats. Ah ouais, de temps en temps, il parle foot. Ok, donc, il y en a quand même un certain nombre, c'est pas parce qu'ils te suivent qui t'apprécient, quoi, ou qu'ils ont pas la même façon de voir, de ressentir, la même approche du football, on va dire. Mais il y en a une autre, c'est possible aussi, quoi. Qui s'aime, ça semble, ça arrive tout ça. Mais quand même, plusieurs milliers de votes, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors je vais vous donner le premier, et derrière, quelques commentaires qui résument aussi ce que ressentent les gens par rapport à chaque sondage. Qui dit tweet lu pendant le podcast, dit jingle, et c'est le jingle du colonel Hattie, c'est le jingle éléphant. Voici donc le premier sondage. En fait, j'avais lancé un tweet comme ça à 3h15 du matin, demandant, c'est pas un sondage, je demandais, au fait, est-ce que le foot, ça vous manque, machin. Et j'avais eu, 3h15 du matin, 31 réponses. 31 réponses à 3h15 du mat, ça veut dire que c'est un sujet sensible. Tant et si bien que le lendemain matin, enfin quelques heures plus tard, donc, j'en ai fait un sondage. Et là, c'était plus précis. Est-ce que le football vous manque? Petit 1, terriblement. Petit 2, juste un peu. Petit 3, pas vraiment. Donc, il y a 3 possibilités. Il vous manque terriblement 56%. Il vous manque juste un peu,
29%. Il ne vous manque pas vraiment 15%. Donc, le terriblement, il n'y a pas de problème. J'aurais dû mettre un intermédiaire, genre beaucoup, quoi. Mais juste un peu 29 et pas vraiment 15, tu mets 29 et 15, ça fait 44. Donc, c'est le premier chiffre. 44. Il y a 44, 24, 56. Nous sommes à 44. Ça veut dire que, alors que, voilà, il n'y a pas de foot à la télé depuis près de 2 mois maintenant, on va dire. 2 mois, c'est pas rien. Et puis on est dans une période, si c'est encore l'été, tu vois, mais l'été, il n'y a pas 2 mois, quoi. Il y a forcément des matchs amicaux, des nouvelles équipes, des transferts, tout ça, ça anime. Là, tu es en pleine saison, aux 2 tiers de la saison, et clac, ça s'arrête pendant 2 mois. Ben, il y a 44% qui sont entre juste un peu et pas vraiment. Et je l'ai ressenti. Et vous êtes nombreux, je l'ai vu à travers vos commentaires, à réaliser ce que je vous ai expliqué à maintes reprises dans les podcasts. De chercher la qualité et de ne pas tomber dans la facilité d'un France-Andorre ou de certains matchs qui n'ont ni queue ni tête. C'est juste du business. Et si vous aimez le foot, alors oui, dans ces matchs-là, il pourra toujours y avoir un beau geste, il pourra toujours y avoir 10 minutes plutôt sympathiques, pourquoi pas, mais je vous disais, pour garder votre fraîcheur, forcément, avec tous les matchs qui sont télévisés, si vous vous faites chaque fois avoir et que vous ne prenez pas sur vous pour dire, bon, là, ok, ça va, je vais peut-être faire autre chose, sortir, m'occuper des miens, etc., etc., et tous les soirs, et en plus je parle même pas de toutes les émissions après qui vont vous dire ouais mais il y a ci, il y a ça, patati patata, et tu meurs quoi. Et quelque part, bah tu réalises pas et tu n'arrives plus du coup à avoir le recul nécessaire pour apprécier les choses, pour les analyser, pour les ressentir. Voilà, le caviar c'est peut-être bon. Si tu bouffes des caviar tous les jours, à un moment, il n'a plus de goût, le caviar, si tu veux. Et tu vas prendre une tranche de jambon, et à la limite, tu vas dire, putain, c'est meilleur le jambon que le caviar. Tu vois, il n'y a plus d'échelle de valeur. Et là, on aurait pu penser que 90% d'aficionados, parce que les mecs qui me suivent, bon, ok, il y a des gens qui aiment les chats, mais enfin, c'est quand même des gens qui aiment le foot. Et donc, que 90% d'aficionados serait sous perfusion. Putain, donnez-moi ma dose de foot, donnez-moi ma dose de foot, tu vois, je craque. Ben non, il y en a 44% qui sont tranquilles. 15%, bah, le foot, bah non, pas vraiment. Et 29%, un peu. Ouais, un peu. On ne serait pas contre un match, de temps en temps. Mais enfin, ça va. C'est vrai qu'on a d'autres choses à penser aussi. Mais quand même. Donc, je dis, danger pour le foot. 44%, c'est pas rien. Après, les affaires reprendront, mais elles reprendront peut-être différemment. Ça veut dire que les gens, sachant qu'ils étaient tel le hamster dans la roue, et que bon, et plus ils avançaient, et plus la roue tournait, et plus ils avançaient, et la lessiveuse, ils savent que, ok, le foot reprend, mais je réalisais aussi une petite introspection que je peux faire aussi d'autres choses. Je peux aussi, moi, consommateur, choisir plutôt qu'on choisisse pour moi, quelque part. Parce que quand on dit, non, vous avez toujours le dernier mot, c'est vous qui choisissez. Ouais, mais quand tu es piégé et que tu es dans la roue, tu crois que tu peux choisir. Mais finalement, il y a un match, tu regardes le match, 44%. Je vais donc vous lire quelques petites réflexions ici et là, pour faire plaisir au colonel Atti. Alors, Pelops, @Okaramlenon. Ça fait du bien, je vais passer pour un vieux con, mais pendant les années 80-90, je prenais plus de plaisir avec beaucoup moins de matchs. J'attendais avec impatience les matchs de l'équipe de France, peu nombreux. Ouais, mais les matchs de l'équipe de France, c'était pas France-Andorre, Coco. Mais, d'un autre côté, s'il y avait très peu de matchs à la télé, France-Andorre, là, du coup, c'est comme si, je veux dire, tu manges quelque chose de moyen, mais si tu vas un mois à l'hôpital
et que tu te tapes ce qu'ils te mettent dans la gamelle, le truc moyen que tu mangeais au quotidien, putain, c'est chez Maxime, ça. Donc, c'est toujours un petit peu comme ça. Il y a téléfoot, et puis, voilà, des rituels, on n'avait pas déjà toutes ces infos qui nous polluent, patati patata. Ouais, mais ça, c'était avant. Maintenant, les affaires reprendront de la même manière. Mais en tout cas, c'est pas que tu passes pour un vieux con, mais c'est les plus anciens qui peuvent te comprendre pour avoir vécu ça. C'est sûr qu'un jeune, lui, il a toujours connu X matchs à la télé avec plein de chaînes, tout ça. Red Call 97. Ce qui me manque, c'est le football d'un autre temps, moins business. Ça revient souvent. Alors là, c'est pareil. Ça va toucher une catégorie de personnes, puisque les moins de 30 ans, ils ont connu que du business. Et encore que... Mais bon, les Invincibles d'Highbury, le Manchester United de Sir Alex, et c'était déjà du business, mais c'était un peu le début du business. Une division française plus performante, une Serie A qui avait fière allure, clairement, ce sport avait un tout autre parfum dans les 90s, 2000. Ok, dans les 90, années 90, années 2000. C'est vrai aussi que, par la force des choses, comme il n'y a pas eu de football, eh bien, bon nombre de chaînes ont passé des matchs des années 80, 90, etc. Vous, peut-être sur Google, voilà, il y a des sites, vous vous êtes penché sur des matchs un petit peu anciens, et on a réalisé que c'était pas mal. C'était pas mal. Et sans doute des jeunes aussi, voilà, ça allait peut-être moins vite, tu vois, les chocs étaient peut-être... Mais les chocs, croyez-moi, ils étaient là. Mais il y avait plus de technique. On avait un petit peu le temps. Aujourd'hui, il faut toujours que ça aille à 1000 à l'heure, mais bon, tout ça pourquoi ? Et les équipes, il y avait un équilibre. Tu vois, il n'y avait pas une équipe largement au-dessus, et puis 19 qui rament, qui sont là, et tu vois, dans une caravelle, là, ils rament, et puis l'autre, c'est une Formule 1 des mers, quoi. Et pareil un peu dans tous les championnats majeurs, même si des fois il y a 2 Formule 1 des mers qui se tirent la bourre, etc. La Ligue des champions, enfin la Coupe d'Europe des clubs champions, c'était plus ouvert. Et les talents n'étaient pas concentrés sur 20 équipes, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, après il y a des choses qui pourront pas revenir. Hein. Le football à l'Est, ça va être très compliqué. Bon, vous savez tout ça, mais les gens sont tombés dans une grande nostalgie, vont peut-être, vis-à-vis du football actuel, être plus durs par rapport à certains matchs, et donc, à l'avenir, peut-être faire l'impasse. Pas pour tous les matchs, si tu aimes le football, bien évidemment, mais être un peu plus sélectif, entre guillemets, moins se faire avoir, quoi. Donc, 44. Pas une super nouvelle pour le football et les mecs qui veulent toujours de plus en plus d'argent, de plus en plus d'audience, de plus en plus de stades remplis, de plus en plus de gens qui consomment, qui achètent l'écharpe, qui machin, qui truc, bref. Deuxième sondage. Là, c'est moi qui parle, avant le sondage. Il paraît évident que la pandémie a et aura forcément un impact négatif, plus ou moins considérable et à plus ou moins long terme sur le foot, sur bien des points, celui des aficionados notamment. Donc là, on s'adresse encore à vous. Si vous en êtes un, quelle sera, selon vous, votre consommation de foot quand il reprendra ? Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, on affine un peu. Est-ce que là, alors, il y a 4 possibilités. Ma consommation plus qu'avant, pareil qu'avant, un peu moins qu'avant, bien moins qu'avant. Alors, dans les plus qu'avant, il faut le faire quand même. Mais peut-être aussi parce qu'il y a ce manque. Alors, ils sont tellement déchaînés, 13%. Pareil qu'avant, 63%. Donc, rien ne change sensiblement pour presque les 2 tiers. Et encore plus qu'avant pour 13%. D'accord. Donc, on va dire que pour les 3 quarts, il y a soit plus qu'avant, plus machin. Puisqu'on arrive à 76%. Un peu moins qu'avant. Aïe, ça s'effrite. 13. Bien moins qu'avant, 11. Et là, nous arrivons au deuxième chiffre, 24. Et 24, c'est, l'air de rien, presque une personne sur 4. Donc, ça veut dire que le football demain, bon, là on parle à l'instant T. Peut-être que dans 10 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, quand les compétitions reviennent, le chiffre sera
moins conséquent, on va dire. Parce que 25%, c'est une personne sur 4, un aficionado sur 4 qui va le regarder un peu moins qu'avant ou bien moins qu'avant. Je veux dire, ça fait un consommateur sur 4, tu vois, pour le foot. Donc, destination danger. On va lire quelques petites choses. Alors, @hitmimi. Consommation est le terme adéquat. Eh ben oui, les mots ont un sens. Le foot n'est donc plus un sport, c'est la société du spectacle, quoi, je veux dire. Sport, spectacle, voilà, on est maintenant sur le fil du rasoir. Évidemment, ça reste un sport, mais quand tu vois que désormais on te change les règles, alors c'est bien, il faut évoluer aussi, mais il y en a certaines qui ont été bien. Celle de la passe au gardien, fondamentale peut-être, mais on en parlera plus tard de cette passe au gardien. Parce qu'à première vue, elle est super. Et elle change beaucoup de choses. Mais en grattant, faut voir. Mais il y en a d'autres, tu vois. Et puis l'arrivée de la VAR, enfin, plein de choses. Plus ça va aller, mais bon, on va voir. @Pressurius. Il faut que l'argent oublie notre sport et passion, c'est devenu n'importe quoi, et on le sait donc, oui, ça on le sait, mais bon. Je vais me forcer à décrocher du foot si rien ne bouge, on ne peut plus fermer les yeux, on est en 2020 déjà. Alors ça, au niveau argent, forcément, il va y avoir un petit recul sur les salaires, les transferts et certaines choses, mais dès qu'ils pourront repasser la 5e, crois-moi que, à mon sens, ils vont pas se gêner, donc... ouais, ça peut décrocher un peu. Joël BFB09. Un mois de pause, 6 semaines de préparation et 7-8 matchs amicaux auraient été normal. Là, c'est 2 mois de pause et seulement 9 jours de préparation, sans fans, sans rien. Ah oui, bon, là, c'est une reprise tirée par les cheveux, oui, ça c'est sûr. Dans certains pays, les mecs, les joueurs, si ça pète un peu de tous les côtés, on verra. Mais, dans le style, tu vois, hop, tout d'un coup, tu as droit à 5 changements provisoires. Mais c'est juste parce que en ce moment, tous les 3 jours, avec des mecs pas préparés, forcément, ça va péter. Donc voilà, ils anticipent. Mais attention, je dis toujours attention. C'est à la fin de la crise, c'est-à-dire à partir de septembre, on revient aux règles normales. 3 changements. Je demande à voir. Parce que 5 changements, tu vois, le show, le machin, le truc, attention. Julien Fourny, le foot et le sport en général me manquent tellement et on apprend à découvrir d'autres plaisirs. Mais cette émotion spontanée est difficile à retrouver, c'est vrai, c'est la force du football. Je vais peut-être surconsommer un temps, puis finalement le rééquilibre se fera pour tous, je pense. Donc lui, il fait partie des 13%. Il va en faire encore plus, et après, il va reprendre comme avant, pourquoi pas. Patrick Dréan, @P-Dréan. J'étais en overdose de foot, j'en avais marre de ces enfants gâtés, surpayés, que sont les footballeurs, bon, ça c'est autre chose. Cette période m'a vraiment fait du bien, je vais mieux, et j'aime toujours le foot. Ouais, il y a aussi ce truc, tu vois, de se poser à un moment, et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas le foot. Au contraire, tu l'aimes, mais bon, calmer le jeu est bon aussi. Guise quitte. Les comportements des dirigeants, des instances du foot vont finir par m'en dégoûter. Ah, ça, c'est un autre sujet. Et puis Thierry Cipriano, @. Bonjour Didier, quand tu vois des réactions comme Olas et d'autres, le foot me dégoûte. Ça, c'est vrai aussi que en ce moment, il y a certaines choses qui vont pas plaire à tout le monde et peut-être éloigner certaines personnes du foot ou prendre un peu la distance. Je vous ai donné les raisons, mais là, c'est encore d'autres raisons. On va terminer avec le chiffre 56, et peut-être même 78, et donc ce n'est pas rien. Toujours dans ce même ordre d'idées, et en conclure, destination danger. Les dirigeants ont intérêt à bien anticiper. Là, c'est moi qui parle. Pour le retour du foot, et ce, qu'importe le pays ou le type de compétition, les matchs se disputeront donc à huis clos. Cela va durer quelques mois, peut-être même la totalité de la saison à venir. En tant qu'aficionado, le foot risque de perdre combien
à votre avis, donc, machin, au niveau de son intérêt. Parce que là, on entre dans une nouvelle ère également. Et ça peut avoir son rôle, et ça peut forcément laisser des traces. Mais on est bien obligé, ça je ne discute pas le fond, évidemment, pour des raisons de sécurité sanitaire, etc. Quand je joue à huis clos, bien normal. Ça va commencer à huis clos, ça finit quand à huis clos? Alors, pas dans 10 ans, on est d'accord, mais le vaccin, on le trouve quand? Et beaucoup de spécialistes commencent à dire, il serait quand même plus raisonnable, et ça ne serait pas une grande surprise, que la saison complète soit à huis clos. Alors chacun a sa vision des choses. Moi, je pense que le football a besoin de supporters. Je parle de haut niveau, si vous voulez, a besoin de cette passion, que ça fait partie du tout, quoi. Ça forme un tout. Et sans supporters, ça n'aura pas la même saveur. C'est mon avis, pas forcément le vôtre. Quoi qu'il en soit. À votre avis, donc, au niveau de son intérêt, qu'est-ce qu'il va perdre? À quel niveau? Combien? Alors, pour 22%, un peu. Le fait que ce soit huis clos, bon, ça va perdre un peu de son cachet, un peu de son intérêt. Pour 22% encore, pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Hein? Pour 28%, beaucoup. C'est plus que pas mal. Et pour 28% encore, énormément. Donc, pour des milliers de personnes, par rapport à ce sondage en tout cas, et donc aficionado de football, sinon tu ne me suis pas a priori, et sinon tu ne vas pas faire ce sondage, quoi, je veux dire. Beaucoup et énormément. Il y a une subtilité, mais déjà beaucoup, c'est pas rien. Donc 28 et 28, ça fait 56%. Mais si tu dis pas mal, c'est pas rien. Tu rajoutes les 22%, tu as 78%. Donc il y a 78% de gens, en tout cas, qui sont sensibles à ce football de haut niveau à huis clos. Et pour 56%, ils y sont très sensibles. Les 22% qui restent, ils y sont quand même un peu sensibles. Alors, évidemment, ça n'allait pas louper. Il y a @Tidaf qui dit « Il manque une proposition, pas du tout, qui me conviendrait. » J'ai hésité à mettre pas du tout. Mais je me dis quand même, si tu aimes le foot, j'étais conditionné peut-être par moi-même, tout simplement, quoi. Je disais pas du tout, il y aura 0%, ou il y aura 0, il y aura 1%, donc ça va pas servir à grand-chose, parce que si ça vous dérange pas, vous, que le foot soit à huis clos, ben, je sais pas, ça m'étonne, mais quelque part, j'aurais pu mettre pas du tout, quoi. Donc, il y en a que ça va pas te déranger, pas du tout. Mais bon, tant mieux, hein, tant mieux. Didier, tu aurais dû proposer l'option pas du tout, me dit aussi @jbaz78. Car on va se concentrer sur l'essence même du foot, qui est le jeu. L'ambiance d'un stade, c'est top, mais c'est pas la raison première qui nous fait aimer le foot. Eh oui, mais ça fait quand même partie du foot. Je pense, hein, et je crois que les footballeurs, les artistes, eux aussi, vont être meilleurs et vont se sublimer grâce à ce public, JBaz78. C'est comme si tu dis un acteur de théâtre, et encore en théâtre, le public, il est là, mais il est moins présent, quoi. Tu vois, oui, de temps en temps, il applaudit, il rigole, il dit et des trucs, mais tu vois, il pousse pas, quoi. Mais il a son rôle. Donc, si tu dis l'ambiance d'une salle de théâtre, c'est top, mais c'est pas la raison première qui nous fait aimer le théâtre, va voir une pièce de théâtre où tu es seul dans la salle, je suis pas sûr que il y a des ondes aussi, tu vois, il y a des choses qui sont difficiles à définir. Il se passe, tu vois, le sourire des gens, la déception, tu les embrasses, tu vas dans les bras, il y a tellement de choses émotionnellement, quoi, qui passent aussi avec le public. Et encore une fois, je pense qu'un acteur de théâtre va faire un concert des rock, il va dire aux Rolling Stones, ou n'importe qui d'ailleurs, je dis ça parce que j'ai vu récemment quelque chose les concernant. Voilà, vous allez faire votre concert, mais il n'y a personne. Les mecs, ils vont dire,
tu rigoles, on fait ce métier pour ça aussi, pour ce partage. Et s'il n'y a personne, je te mets mon billet que n'importe quel groupe de musique sera moins performant. Donc toi, tu dis, ce qui nous fait aimer le foot, c'est d'abord le foot. Oui, mais c'est aussi la qualité du football. Eh ben, j'ai peur qu'à huis clos, pour pas mal de matchs, on le ressente un petit peu. Ça va être un autre sport. Bon, Boued de 56. Surpris que les votes soient autant serrés. Pour avoir regardé PSG Dortmund, j'ai trouvé ça terne, voire extrêmement terne. Et encore, c'était PSG Dortmund. Donc c'est vrai que ça faisait bizarre, mais bon, compte tenu de l'importance du match, on pouvait suivre et être attentif à tout et vibrer peut-être devant sa télé, tu vois. Ah, but de Neymar, est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce que Dortmund est capable? Tout ça et tout. Un match couperé. Donc forcément, pour PSG Dortmund, je dis pas que huis clos, ça passe, c'est extrêmement regrettable, mais le jeu te prend quand même et peut te faire oublier cette chose. Si, malgré tout ça, vous avez trouvé le match terne, c'est l'enfer. Parce que le jour où tu as Bordeaux-Amiens, il n'y aura plus Amiens normalement, sauf s'il tombe à 22, mais le jour où tu as Bordeaux, j'ai rien contre Bordeaux, on va dire Montpellier, j'adore Montpellier, j'aime bien. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, ça risque de te faire drôle, hein, quand tu vas voir les résumés à la file, et puis machin, là, je crains fort. Mais bon, Terra Yunia, j'ai répondu pas mal, donc ça va pas mal manquer, ça va pas mal perdre de son intérêt, puisque le son du stade est fortement diminué, on entend surtout les commentaires, malheureusement. Les transmetteurs... c'est quoi les transmetteurs? Ah oui, d'accord, les gens qui retransmettent là, d'accord, vont s'arranger pour mettre un bruit de fond. Pour les joueurs, en revanche, ça va être bizarre. C'est ce que je vous explique. Pour les joueurs, ils ont besoin de ça, quoi, de cette adrénaline. Alors évidemment, ils se motivent eux-mêmes, l'importance du match, etc. et tout, mais à un moment, effectivement, je suis d'accord avec toi, Terra Yunia, ça va paraître bizarre. Alors tu dis, ils vont s'arranger pour mettre un bruit de fond. Ouais, mais alors ça va être encore un autre sport, quoi. Ça va être le hockey sur glace. C'est le hockey sur glace pour monter. Il y a un mec sur un piano là, électrique là, qui fait pam 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 pam, et genre oh oui pam 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 pam. Enfin ouais, d'accord, mais c'est quoi un bruit de fond? Parce que ça va être insupportable. Si c'est un bruit de fond de public. Et quand il y a une action chaude, hop, le mec qui monte, ça marchera jamais. Enfin, je sais pas, on va voir si certains font preuve d'imagination. Je dis ça marchera jamais, faut jamais dire jamais. Mais j'ai peur que ça sonne encore plus faux, quoi, puisqu'on sait que quand tu rajoutes des rires, tu vois, à une émission, je sais pas, Benny Hill ou des trucs comme ça, mais tu es déjà conditionné, tu sais, tout ça et tout. Voilà, tu es là pour rigoler, un match de foot, tu es là pour passer du bon moment, normalement, mais pas forcément pour rigoler. Il y a quelque chose, ça peut tourner au grotesque, hein, si les sons dont tu parles, les bruits de fond, sont effectivement des bruits d'un stade, d'un match il y a 4 ans, etc. Enfin bon, à voir. On va peut-être se marier, je sais pas. Allez, ça touche à sa fin, @ilahaye. Le foot, c'est aussi la passion du supporter. Sans supporter, ce n'est pas du foot et ça n'a aucun intérêt. Alors lui, il est plutôt on va perdre beaucoup d'intérêt. Dans ce cas, autant regrouper les équipes au même endroit pour tout jouer sur 3-4 terrains, il n'y aura plus d'incidence de jouer à domicile ou à l'extérieur. Et ouais, il y a quelque chose aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai vu ça hier, le Real Madrid. Le Real Madrid, ça leur coûterait pas mal d'argent, effectivement, et sans retomber, puisque match à huis clos, si les matchs se jouaient à Bernabéu, les matchs en question, à huis clos. Alors déjà, peut-être parce qu'il y a la location du stade, que le stade ne leur appartiendrait pas, ça m'étonnerait, mais c'est possible. Enfin, ça va être le cas quand même pour un certain nombre de clubs, puisque le stade ne leur appartient pas et qu'ils le louent. Donc, ça fait une somme d'argent, mais en retour, il n'y a pas un ticket vendu. Donc, voilà. Moins en sécurité, mais il en faudra toujours quand même aux alentours, tu vois, que les supporters n'arrivent pas pour écouter le son du stade, le patati, patata. Ça coûtera de l'argent pour rapporter rien. Donc eux,
ils ont pensé à une chose et ils ont demandé à leur ligue ou la fédération espagnole le droit de disputer les 6 derniers matchs de championnat, à supposer bien sûr que le championnat d'Espagne reparte comme il le souhaite manifestement, M. Javier Tebas, et que tout se dispute sans encombre. Le Real Madrid, pour terminer la saison, a 6 matchs à domicile. Donc, ils voudraient jouer ces 6 matchs dans leur centre d'entraînement. Alors, ils ont un beau stade qui s'appelle le stade Alfredo Di Stefano, dans ce fameux grand centre d'entraînement, qui peut accueillir 6000 personnes. Bon, il y en aura 0 pour autant, mais vous voyez, il y a quand même des tribunes, quoi, pour 6000, et c'est d'ailleurs là où joue l'équipe réserve, la Castilla. Mais, vous voyez déjà l'ampleur du désastre, entre guillemets, parce que pour moi, c'est un désastre. Tu joues dans un stade Santiago Bernabéu vide. C'est triste pour certains d'entre vous, mais peu finalement. Ça dérangerait pas tant que ça. Mais après, tu peux supposer que le réalisateur, il va pas te faire des plans larges, évidemment. Les plans larges, il va faire en sorte que les tribunes d'en face, tu ne vois qu'une petite partie, pas la totalité. Même s'il y aura des plans, c'est impossible. Tu verras bien qu'il y a personne. Mais ils vont trouver des petites ruses par rapport à ça. Mais tu es quand même un stade du Real Madrid. C'est le Real Madrid. Et là, le Real Madrid... Alors, je ne sais pas quels sont les 6 matchs en question. C'est pas le Barça, puisque ça a déjà joué, mais je sais pas, ça peut être des joueurs de Séville, de Valence, ou je sais pas trop quoi. Ils vont jouer au centre d'entraînement. Le Real Madrid, les Sergio Ramos, les Modric, les Benzema, les Varane, les Kroos, tout ça. Alors, vous me direz, au moins, ils connaissent, ils s'y entraînent tous les jours, donc ils ont des repères, sportivement, peut-être, mais ça risque de faire bizarre. Et puis, ça va donner des idées à d'autres aussi. Donc, on va jouer quoi ? Le prochain, il dit, pour faire des économies, on joue dans un champ de patates, là, et non, j'exagère, mais vous voyez où je veux venir, et destination danger. Demolition Man... Ça serait un super kiff d'entendre les consignes des coachs et les communications des joueurs, ça pourrait être hyper enrichissant. Bon, lui, il aime bien. Effectivement, c'est toujours bien de... Enfin, après, les consignes des coachs, tu sais, c'est pas du tableau noir. Hein. C'est « Ouais, hier, reviens, truc, dire... » Bon, ouais, ça peut être... Mais tu peux aussi les avoir si les gars du son travaillent bien, mais surtout, si les entraîneurs et le club donnent son accord. À mon avis, par rapport à ça, et effectivement, alors les joueurs, tu pourras les entendre, même s'ils sont un peu plus loin, tu vois, mais celui qui entendrait le mieux, c'est les entraîneurs. Quelque part, est-ce que ça peut être intéressant ? Peut-être quelquefois, mais j'ai peur que justement, se sachant épier de la sorte, ils refusent que les micros soient aux alentours, tu vois ? Et là, tu n'auras pas ce que tu désires, mais bon. Alors, @Arnaud-du-bas lives, il dit curieux de savoir combien vont au stade dans ceux qui votent beaucoup. À huis clos, ça va déranger beaucoup. Mais, mon cher Arnaud, c'est pas le problème d'aller au stade ou pas. Je veux dire, si tu le regardes à la télé, un stade plein avec de l'ambiance et un stade vide, ça n'a rien à voir avec le vote, si je peux me permettre. Et puis, on va terminer avec @S Delporte, Sébastien Delporte, c'est un brave, je crois. Ça va faire sûrement bizarre au début, mais avec le temps, et si les matchs sont animés, on y fera plus attention. Eh ouais. Et il est là aussi, le danger. Il est là, le foot destination danger. Au-delà des fameux chiffres, 44, 24, 56, ce n'est pas rien, et donc un désintéressement de pas mal d'aficionados, tu vois, ou pas au même rythme qu'autrefois, vous l'avez compris. Le gros danger, il est là. C'est que par la force des choses, petit à petit, tu puisses t'y habituer et te dire, bon, après tout... Et là, ça serait très problématique. Pourquoi ça serait très problématique ? Parce que si demain, les enfants, les dirigeants de football se rendent compte
Et beaucoup de dirigeants, les supporters, ça les gave un peu. Ils ont aussi leurs raisons, hein, vous me direz, parce que ça coûte beaucoup en sécurité, parce que, je veux dire, ils peuvent être chahutés. Mettez-vous, il faut se mettre aussi à la place des gens. Hein. Jacques-Henri Hérault, qui aime un football, qui a une vision du football un peu particulière. Et n'oubliez pas que beaucoup de ces présidents de la nouvelle vague ne sont pas des gars franchement amateurs de foot. Ils sont là, on les a mis un peu là par hasard. Ils n'ont rien contre, ouais, ils aiment un peu le foot comme ça, mais pas comme nous. Et tous ces propriétaires, les Indiens, les Américains, les gars du Proche-Orient, les Chinois, souvent, le foot, d'ailleurs, au Proche-Orient, le foot, oui, il y a de la passion ici et là dans certains pays, mais les gens qui sont à la tête de tout ça, parfois, tu vois, aux États-Unis, le soccer, c'est pas le truc qui a forcément fait vibrer les gros propriétaires, etc., etc. Et donc, je disais, mettez-vous à la place de Jacques-Henri Hérault. Tu leur dis, finalement, à huis clos, ça passe, tu vois. Mettez-vous à sa place quand ça chauffait avec Garcia, que le Vélodrome était saigné à blanc, tu vois, chaud comme une baraque à frites, tiens, et qu'il y avait, voilà, les fumigènes, les ceci, les cela. En plus, ça coûte de l'argent, les supporters, ça aide, c'est beau, les tifos, tout ça, mais eux, ils raisonnent comme ça. Argent en sécurité, argent en amende, et un paquet d'emmerdements parce que pression, machin. Et demain, les huis clos, ça passe. Disons que c'est pas, tu vois, l'air de rien et tout. Mais je vous ai fait, pour les plus fidèles, les braves, sur plusieurs saisons, à l'époque des blogs filmés, je vous avais fait un schéma et je vous avais dit, attention, dans le football de demain, les gens qui viennent, ils sont là pour du business, ils sont pas là pour rigoler ou se faire emmerder. Et finalement, je disais, ils vont vous faire des stades à 40 000 places, ou ils vont faire 32 000 de ces 40 000 places, ça va être des loges, donc beaucoup plus d'argent, des entreprises, des trucs, des machins, les mecs qui bouffent leur sandwich aux crevettes, ils ont un truc, tu vois, ils sont peinards, et les 8 000 restants, et voilà, 3 000 par-ci, 2 000 en face, et 3 000 à droite, et roule ma poule, quoi. Et je vous avais fait le schéma, et je vous avais dit, pour l'ambiance, dans le truc, il y aura, justement, le mec au piano, là, électronique, là, tin, 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 les ah là là, l'OM, droit devant, droit au but, ah là là, il est là, et les mecs derrière, oh, droit au but, beaucoup plus d'argent, beaucoup moins d'emmerdement. Donc, entre ces trois sondages qui valent ce qui valent, je veux dire. Mais quand même, cette érosion que l'on ressent est chiffrée, 44, 24, 56, là. Et aussi, dans l'esprit des gens, parce qu'on s'habitue à tout, hein, de toute manière, et petit à petit, tu vois, avec des subtilités de réalisation, de son, de certaines choses, attention, demain, la NBA, Ligue fermée, tu vois, l'Européenne, Ligue fermée, Ligue machin, la société du spectacle, et des gens à la tête de tout ça qui sont là uniquement pour le business, eh ben je dis, destination, danger. Ce qui va se passer là, je vais être très attentif, soyez-le aussi, et j'ose espérer que les gens ne vont pas justement se dire « Ah ben, on entend un peu les joueurs, et l'entraîneur, ben finalement le propriétaire il va dire « Non, on met les micros, parce que là, on est payé par les télés, faut bien, déjà, elles ont plus d'ambiance, faut bien leur donner des trucs, hop !» Et Tourelle qui va dire « Oh, mais ça va pas, et ça va te plaire, et quelque part... » va savoir. Alors j'aime autant te dire que l'architecture des stades, ça va être... c'est une piste, et je veux pas me lancer des fleurs, mais ceux qui me connaissent depuis plusieurs décennies, vous me direz, je reviens du futur, donc j'ai un petit avantage. Mais
sur des choses comme ça, malheureusement, bien souvent, elles étaient un petit peu prévues dans mes commentaires. Alors attention, je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Il y a une année blanche, tu vois, au niveau public. On casse tous les stades, stade de 40 000, 33 000 pour les loges, 7 000, voilà, pour quelques gosses, quelques jeunes, voilà, c'est un petit peu humain, voilà. Allez, une banderole, oui, on vous laissera une banderole. Fumigène, etc., etc. Puisqu'il y aura 2 footballs, il y a déjà 2 footballs en Amérique du Sud, ils tiendront, alors ça, j'aime autant vous dire que le gars qui va dire je fais un stade de 40 000 avec 35 000 loges, quand il va annoncer ça à Boca Junior, bon, il va être pendu par les pieds, ça va vite être réglé, quoi. Non, enfin, je suis contre la violence, mais vous voyez ce que je veux dire. En plus, ce sont les gens qui votent dans bon nombre de clubs là-bas pour savoir qui sera le président. Donc le mec qui aurait cette riche idée, il n'est pas élu demain. Là, en Europe, machin, ça appartient à quelqu'un que tu connais pas, qui vient de je sais pas trop où, que tu sais pas l'argent, ceci, cela. S'il il veut faire, il n'y a pas un règlement qui te dit pas faire. Et, encore une fois, vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est que ce délire et tout. Sur plusieurs années. Là, déjà, les gens qui ont fait les nouveaux stades, croyez-moi, il y a 10 fois plus d'espace loge qu'il y en avait dans l'ancien stade. Ça sera la prochaine étape. Progressivement. On va voir. On va suivre ça de près. Voilà. Bon, sachez quand même que Georges, j'ai déjà des nouvelles de Georges, et cette fameuse deuxième mi-temps de France-Argentine, on vous oublie pas. Pour le 63, si tout va bien, parce qu'avec les Neptuniens, j'ai pas forcément mon mot à dire aussi, quelque part. Il devrait revenir pour la semaine prochaine. Et d'ici là, voilà, réfléchissez à ça, et très curieux de voir la suite. Et voir comment ça rend ces matchs à huis clos, et le spectacle que ça donne, quoi. Parce que les principaux intéressés là-dedans, ce sont les aficionados, ça va de soi, mais ils n'ont pas le choix. Ceux qui ont le choix, ce sont les joueurs. Mais comment ils vont le vivre à court, moyen, long terme? Peut-être aussi, il peut y avoir une bonne nouvelle, peut-être que ça sera un football un peu plus écrit, entre guillemets, un peu plus placé, plutôt que de courir dans tous les côtés, quoi. Parce qu'il y a peut-être aussi un conditionnement qui fait que les mecs hurlent et tout, il faut que je cours, je sais pas. À voir. Plein de bonnes choses. Général, oui. Oui, vous êtes là. Oh, Didier, vous voyez de ces choses. J'ai une boule de cristal, général, et il nous faut conclure. Oui, bien sûr. Longue vie aux braves. Merci, général. Et pour une longue vie, il faut bien prendre soin de vous, ce qui permet de prendre bien soin aussi des autres. Et puis, haut les cœurs, on va s'en sortir. Voilà, plein de bonnes choses à vous tous. Portez-vous bien. Viene el centro, clave, gol.